tous, bienvenue pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi. Nous reviendrons sur les 10 ans de règne du prince souverain avec les préparatifs de l'événement Principauté. Nous parlerons de la SolarOne Monte Carlo Cup, une compétition qui met à l'honneur des unités écologiques. Coup de projecteur sur l'exposition de l'été du Grimaldi Forum. Et enfin, nous terminerons avec Special Olympics Monaco. Patricia Navarro a rencontré les athlètes avant le grand départ pour Los Angeles. Et vous le savez certainement, le prince souverain fête ses 10 ans de règne ce week-end. Les festivités débuteront ce samedi par un cocktail place du Palais Princier. L'heure est donc au dernier préparatif. Un reportage d'Émilie Rousseau. Que cela soit sur le Rocher ou dans ce laboratoire de la Maison Mulot, la Principauté se prépare à un nouveau temps fort ce week-end avec la célébration des 10 ans de règne de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Depuis début juillet, la place du Palais Princier s'est métamorphosée pour accueillir, dès samedi, les Monégasques pour un moment de partage avec les époux princiers. Un cocktail en musique dès 16h où casquettes et chapeaux seront de rigueur au vu des prévisions météo. Étant donné la température, la chaleur, que les personnes peut-être fragiles ne viennent pas trop tôt sur la place du Palais. Alors on a organisé pour les personnes âgées un dispositif qui est supervisé par les personnes compétentes et qui sont en charge de cela. Donc on les amènera dans les meilleures conditions pour les mettre à l'ombre. Mais les personnes normales, si je puis dire, c'est pas utile de venir trop tôt. Le prince sortira de la porte d'honneur à 16h. On peut arriver un tout petit peu avant pour être présent et c'est pas utile, même si la place est ouverte beaucoup plus tôt, de venir trop tôt, quoi. Encore une fois, c'est un petit peu non pas l'inquiétude, parce que je pense pas qu'il y ait lieu d'inquiéter les gens, mais enfin c'est jamais agréable et confortable d'attendre longtemps sur la place du Palais avec cette chaleur. On a tout prévu, il y a beaucoup d'eau, il n'est pas exclu d'arriver avec sa petite bouteille d'eau non plus, on ne vous empêchera pas, on vous empêchera de venir avec des sacs à dos ou des choses un peu anormales, mais la bouteille d'eau est conseillée, bien sûr. En attendant, tout se met en place petit à petit grâce aux équipes de Monaco Live Productions qui ont déployé une logistique exceptionnelle pour l'occasion. 150 personnes travaillent ici pour monter cette scène de 400 mètres carrés qui sera le théâtre de plusieurs événements en l'espace de 2 jours, dont notamment le concert de Robbie Williams. Sur la place, donc derrière moi, vous voyez la scène qui est en train de se construire, ainsi que les différents buffets, puisqu'en fait on fait 2 événements un petit peu en un, c'est un petit peu le casse-tête pour nous au niveau de l'organisation, c'est que le samedi 11, nous avons le cocktail des Monégasques, où on va accueillir sur la place du Palais environ entre 6 000 et 7 000 Monégasques de 16h à 19h, avec une petite animation musicale aussi. Et puis de suite après le cocktail, on fait la mise en place du concert, c'est-à-dire qu'on va démonter tous les buffets, on va réaménager la place, on va réaménager la scène, puisqu'on a une petite surprise, si vous êtes gentil, je vous en parlerai tout à l'heure, une petite surprise sur la scène, et puis on va monter une tribune pour 160 personnes, et l'objectif c'est d'accueillir le lendemain à 18h 10 000 personnes pour un show exceptionnel avec Robbie Williams. Du côté de Fontvieille, la Maison Mulot prépare une performance qui devrait normalement faire son entrée dans le livre des records. Une fougasse monégasque de près de 100 mètres carrés, retraçant les 10 ans de règne du prince souverain. On a dû commencer d'abord par faire un plan très précis pour savoir combien de modules on allait représenter, quelles seraient les dimensions de ces modules, parce que tous ces modules doivent rentrer dans les fours qui sont derrière moi. Donc j'ai pris la maximum de grandeur, c'est-à-dire 1,40 m à peu près. Et chaque module d'1,40 m seront donc reconstitués sur la place du Palais. Il y en aura 32 ou 33, je crois. Plus tous les arrondis qui sont autour de 22-23 aussi, pour représenter bien sûr cette fougasse de 100 et quelques mètres carrés. 100 mètres carrés, 93 mètres carrés exactement, puisqu'elle fait 10 mètres sur 10 au carré. Donc un peu rectangulaire, on va perdre quelques mètres carrés dans les angles. Voilà. Et donc bien sûr, tous les chapelons ont été faits individuellement à la main. On a dû reconstituer ça à plusieurs reprises, parce que faire un arrondi de 10 mètres avec une base de 10 mètres de diamètre, c'est vraiment très, très compliqué. Mais en fait, je pense qu'on y est arrivé et que ça serait réussi. Et ce travail de longue haleine sera minutieusement assemblé samedi au petit matin, avant d'être dégusté dans l'après-midi par les Monégasques.
Vous l'aurez compris, c'est un anniversaire important que la Principauté s'apprête à vivre les 11 et 12 juillet. Patricia Navarro vous présente les différentes modalités afin d'assister aux manifestations offertes aux Monégasques et aux résidents de la Principauté. Tout débutera le samedi 11 juillet avec des célébrations place du Palais. Pour assurer la circulation des personnes invitées et leur accès au lieu, des dispositions pratiques ont été prises. La place du Palais sera ouverte pour que les invités puissent y accéder à partir de 14 h. Pour venir à Monaco-Ville, plusieurs solutions. La première, celle que nous recommandons, ce sont les transports en commun. Les bus de la Principauté seront renforcés au point de vue de la nombre d'autobus en service et ils seront gratuits sur présentation de la carte d'identité monégasque ou du passeport monégasque. Deuxième solution, par voiture. 4 parkings seront mis gracieusement à disposition, donc on pourra y stationner gratuitement à compter de 13 h. Ce sont les parkings du chemin des pêcheurs, de la digue, de la colle et du marché. Ce sont les 4 parkings les plus proches du rocher. L'accès à Monaco-Ville demeurera libre en voiture jusqu'à la place de la Visitation et jusqu'à la place de la mairie, où les personnes pourront donc se faire déposer si besoin était. On mettra en place un système de rotation du petit train touristique pour permettre aux personnes d'être transférées, notamment les personnes âgées, depuis la place de la Visitation jusqu'à la place du Palais. Bien évidemment, pour des raisons de sécurité, l'accès, la circulation générale sur la place du Palais devra être interrompue et elle le sera à compter de 15 h. Les festivités se poursuivront le dimanche 12 juillet avec un grand concert de Robbie Williams. Là aussi, tout sera mis en œuvre pour faciliter l'arrivée sur place des personnes ayant reçu un carton d'invitation. Il est recommandé pour cet événement de ne pas venir accompagné d'enfants de moins de 12 ans. La différence, c'est que la circulation générale sur la place du Palais va devoir être interrompue dès 13 h pour des raisons de réglage pour le concert. Le concert débutant à 18 h, l'accès à la place pour le public du concert commencera à 17 h. La gratuité dans les 4 parkings que j'ai évoqués précédemment sera effective de la même manière à partir de 16 h, donc il n'y aura pas de difficulté par rapport à ça. Et l'accès en autobus sera gratuit de la même manière, comme la veille pour les personnes qui souhaitent se rendre en autobus au concert. Pour les 2 journées des 11 et 12 juillet, sachez qu'une consigne sera installée à la mairie de Monaco pour y déposer sac à dos, casque ou autres objets encombrants. Pensez également à bien vous munir d'une pièce d'identité car elle vous sera demandée avec votre carton d'invitation. Après une première édition l'an dernier, la SolarOne Monte Carlo Cup fait son retour jusqu'au 11 juillet. Cette compétition met à l'honneur des unités écologiques à quelques mètres du Yacht Club de Monaco. Un reportage de Sandrine Nègre. Ils avancent grâce au soleil et ce vendredi 10 juillet, le soleil n'a pas manqué d'illuminer la baie de Monaco. Ils, ce sont ces racers qui ont la particularité d'avoir été conçus par de jeunes étudiants d'universités internationales, de Russie, de Belgique, d'Allemagne ou encore de Pologne, pour ne citer que ces pays. Une dizaine d'équipes sont en lice. La course SolarOne Monte Carlo Cup, qui est organisée cette année par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec SolarOne Ocean Racing, est une course de bateaux électriques qui sont rechargés uniquement par l'énergie solaire, les panneaux solaires et donc l'énergie solaire. C'est une course qui se déroule en 3 temps. Tout d'abord une course en flotte qu'on a essayé de faire ce matin mais qu'on a dû arrêter à cause des conditions météo. Ensuite un slalom qu'on va faire cet après-midi et on finira avec une course type match race demain, normalement en dehors du port. Sinon on le fera dans le port si jamais vraiment on ne peut pas faire autrement. Ces bateaux permettent de mettre en avant différentes innovations en la matière afin de promouvoir les énergies renouvelables, comme il avait été précisé en 2014 par Sergei Dobrozetdorf à l'initiative du projet et directeur de SolarOne. Il y a un autre point fort qu'on essaye de faire passer, c'est que la technologie existe et maintenant il faut l'appliquer. Et en fait on n'a pas besoin d'attendre, je reprends les mots de M. Casiraghi d'hier qui disait
Des fois, il ne faut pas attendre quelque chose dans le futur qui va arriver. La technologie est là et on le montre aujourd'hui que les bateaux naviguent et sont là. Vendredi après-midi, les unités écologiques ont repris le chemin de la mer. Les épreuves se sont poursuivies et sont prévues jusqu'à samedi, donc duel et record de vitesse. Pour en savoir plus sur ces bateaux respectueux de l'environnement, partez à la découverte du village devant le Yacht Club de Monaco. Et au chapitre culture, direction le Grimaldi Forum pour y découvrir l'exposition de l'été dédiée à la révolution des avant-gardes. Dans le cadre de l'année de la Russie, Alexandra Pani vous en dit plus. La scénographie est inspirée du célèbre carré, de la croix et du cercle noir de Malevich, emblème du mouvement du suprématisme. Le Grimaldi Forum a souhaité cette année réunir les grands artistes qui illustrent les avant-gardes en Russie de 1905 à 1930. Le point de départ de l'exposition de Chagall à Malevich coïncide avec celui du basculement de la société du début du XXe siècle. Une période de révolution où les rêves et les illusions se côtoient pour forger un langage artistique commun. Combien dans ce pays qui était en plein bouleversement au début du XXe siècle, il y avait des oppositions qui n'étaient pas radicales, mais qui montraient bien la générosité du regard qu'avaient tous les artistes à ce moment-là, et qu'ils étaient dans différentes voies, et qu'ils offraient des possibilités de connaissances que nous n'avions pas, de monde qui étaient les leurs. Car le propre d'un artiste, c'est d'exprimer totalement ce qu'il est pour nous raconter ce que nous sommes. Et avec cette idée-là, l'idée de Chagall n'est pas celle de Malevich. Il y en a un qui est dans un monde qui est très radical, qui va vers l'abstraction, le suprématisme, Malevich. Et Chagall raconte un monde poétique avec les racines de la culture juive et de la culture russe, très profondes. Chez Malevich, elles sont aussi, ces racines, elles existent, mais elles sont différentes. Et je dirais que chacun donne à penser qu'on est rentré dans un monde que nous ne connaissions pas. L'exposition démarre à partir de 1905, date de la révolte du Dimanche Rouge à Saint-Pétersbourg. De nombreux artistes prennent alors conscience qu'un changement inévitable va se produire. Aux côtés du poétique Chagall et du suprématiste Malevich, de grands noms de l'avant-garde russe sont présents, de Kandinsky à Altman, en passant par Filonov ou encore Rodchenko. Ils sont très connus maintenant. Et ils sont de plus en plus reconnus parce qu'on comprend combien ces artistes ont pu apporter dans différents mouvements qui ont ouvert soit sur l'abstraction, soit sur le minimalisme, soit sur des matériaux nouveaux, avec toujours cette sensation que l'on entrait dans un monde particulièrement neuf. Et que ce soit Larionov, Goncharova, Rodchenko, Tatlin, nous sommes ici face à la tour qui dit ce qu'a voulu édifier Tatlin, une tour de Babel pour le XXe siècle qui eût été plus grande que la tour Eiffel et qui montrait bien combien on rentrait dans un monde empreint de rêves et d'utopie. Cette exposition est le fruit d'une importante collaboration entre le Grimaldi Forum et de nombreux musées russes et européens, à l'image du Centre Pompidou à Paris ou du Musée d'État russe de Saint-Pétersbourg. On peut voir dans l'exposition le meilleur de ce que l'on peut compter parmi l'avant-garde russe, que l'on appelle l'avant-garde russe. Nous avons vraiment les pièces emblématiques, des prêts exceptionnels, j'insiste sur ce mot, mais c'est vraiment le cas. 3 grands musées, le musée d'État russe de Saint-Pétersbourg, la galerie Tretiakov, le musée Pouchkine de Moscou, et puis également beaucoup de musées régionaux, et ça c'est quelque chose de très important aussi, puisque vous savez que dans cette période il y a eu une décentralisation d'un certain nombre d'œuvres et que celles-ci ont été envoyées très loin dans des villes comme Nijni Novgorod, etc. Et donc nous avons également pu compter à travers un organisme d'État russe qui s'appelle Rosizo sur le concours également de tous ces musées régionaux. Donc je dirais quelque chose qui se fait rarement, de pouvoir, encore une fois, rassembler autant d'œuvres, autant d'emblématiques de cette période. À travers les 150 œuvres présentes, le public découvre ou redécouvre cette période encore peu connue de l'art russe, une période qui a pourtant eu un impact fort dans la société de l'époque. Ces artistes ont été les témoins de ce nouveau monde en évolution et ont permis de façonner une modernité sans précédent, bouleversant des siècles d'académisme.
De la culture, passons au sport. Pour refermer ce journal, les athlètes de Special Olympics Monaco se préparent à leur grand rendez-vous international, les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles. Le récit de Patricia Navarro. C'est l'équivalent de Jeux Olympiques avec la même symbolique et le même enjeu. À la fin du mois de juillet s'ouvrira à Los Angeles le grand rendez-vous international pour l'organisation Special Olympics. À Monaco, 35 athlètes s'apprêtent à s'envoler pour les États-Unis. Nous les avons retrouvés dans les locaux de la MAPI où ils viennent quotidiennement et à l'heure où ils recevaient leurs précieux équipements fournis par de généreux donateurs, à l'image de la famille Pensato qui leur offre des chaussures aux couleurs de Monaco. Et cette année, on fête nos 30 ans à Monaco de la boutique Fernando Pensato. Et pour fêter un petit peu cet événement, on a souhaité soutenir cette fabuleuse association dans laquelle on croit beaucoup. Et pour accompagner les athlètes cette année à Los Angeles avec nos chaussures rouges et blanches aux couleurs de la principauté, c'est simplement magnifique. Une aide précieuse pour Mireille Calme qui veille depuis de très nombreuses années sur ces athlètes et qui ne pourrait pas leur permettre de disputer des compétitions à travers le monde sans un gentil coup de pouce de partenaires extérieurs. Il y a eu la semaine dernière une manifestation au tennis où il y a M. Jérôme Seguin qui a fait une manifestation magnifique en faisant jouer au tennis de vintage au bénéfice de Special Olympics aussi, et ça nous permet aussi de participer, de gâter les enfants, voilà. Alors par exemple, ce que m'a offert Jérôme Seguin, nous avons acheté les t-shirts que vous venez de voir, et ce sont les jeunes qui ont fait toute la sérigraphie pour les t-shirts. Voilà, tout, dès qu'on m'aide, je trouve ça tellement extraordinaire que tout le monde participe au bénéfice des enfants, c'est super. Stéphane fait partie de la délégation monégasque qui sera engagée sur ces World Games Special Olympics. Ça va très bien, on essaie de ramener des médailles. Moi je joue au foot unifié, donc on va essayer. Vous en parlez beaucoup ici parce qu'en plus cette année c'est Los Angeles, c'est extraordinaire. Oui, on en parle beaucoup. C'est bientôt le départ dans 2 semaines. Les représentants de la principauté disputeront donc des matchs de football, mais aussi prendront part à des épreuves de tennis de table, de natation, d'athlétisme et pour la première fois, 2 d'entre eux seront engagés dans la discipline de l'équithérapie. Nous aurons l'occasion de les suivre dans leurs exploits sur Monaco Info. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, un temps sec et ensoleillé, des températures qui iront de 27 à 31 degrés. Dimanche, toujours un ciel bleu avec une légère brise de mer et un thermomètre allant de 27 à 30 degrés. Lundi, un début de semaine agréable en perspective et un mercure identique à la veille. Et enfin mardi, belle journée au programme et une maximale de 29 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.